Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons Isabelle Watts et le docteur Jean-Marc De Smet, connectés depuis la Belgique et plus précisément de Waterloo pour Isabelle et de Limal pour Jean-Marc. Nous avons contacté Isabelle et Jean-Marc il y a environ une semaine, car il nous a semblé utile de profiter de leur expertise dans leurs domaines respectifs afin de vous soutenir au vu de la situation exceptionnelle que nous vivons toutes et tous. Nos deux orateurs ne se connaissaient pas, mais ils ont directement relevé le défi, celui de vous proposer un webinaire en une semaine axé sur l'humain, et ce, au service des coachs francophones dans le monde. Et vous êtes très nombreux à avoir manifesté votre intérêt avec votre présence ce soir pour le webinaire « L'attitude du coach en période de crise ». Alors, bonsoir Isabelle. Bonsoir Yotis, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous tous. Je suis très contente de pouvoir partager tout ce que j'ai à vous partager ce soir. Merci. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Yotis, voilà, moi pareillement, je suis heureux de pouvoir participer et surtout essayer d'amener une note d'optimisme dans cette situation. Merci vraiment d'être tous les deux avec nous. Alors, comment vous portez-vous, par exemple, Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va très bien. Je suis ravie aussi de voir le succès de cette conférence et ça me touche. Je pense que c'est un fameux défi aussi pour moi et en même temps un grand bonheur de pouvoir avoir cette audience. Voilà, donc merci encore. Et toi, Jean-Marc, comment te portes-tu aujourd'hui? Bien, malgré une situation effectivement tendue. J'ai quelque part la chance qui m'est pleinement ce pourquoi je suis formé, c'est-à-dire médecin, et j'ai la chance d'être dans l'action. Donc, pour l'instant, ça va bien. Alors, qui sont nos orateurs? Je vais commencer déjà par la première. Après un master en biologie médicale appliquée à l'Université libre de Bruxelles, Isabelle, tu as travaillé pendant 12 ans dans l'entreprise pharmaceutique. En 2001, tu deviens l'une des premières coachs certifiées en Belgique et fais partie du premier board de l'ICF Belgique en 2004. Fondatrice de l'école de coaching évolutif CréaCoach, située à Waterloo et à Namur, tu accompagnes les individus à aller au bout de leurs rêves avec l'écoute profonde de ce qui résonne en eux et les aide à dépasser leurs blocages en entreprise, surtout dans le non-marchand, dans plusieurs hôpitaux et universités. Tu accompagnes les dirigeants à choisir avec éthique les meilleures solutions et leur permets de sortir de la solitude du pouvoir et de construire une dynamique positive et créative au sein de leur équipe. Tu es également superviseur de coach et l'auteur du livre « Que veux-tu vraiment ?» et du petit cahier d'exercices pratiques « J'écoute ce que mon cœur veut vraiment ». Les synergiennes et les synergiens qui nous suivent depuis plusieurs années te connaissent déjà, car tu as présenté un webinaire sur l'éthique du coach en novembre 2018. Le replay est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube. Et cela me rappelle l'une de tes phrases. L'importance d'être congruent est le secret d'une présence juste et ressourçant pour l'autre. Alors, Isabelle, que peux-tu rajouter de plus pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je pourrais rajouter beaucoup de choses. En fait, je suis aussi une maman comblée parce que j'ai deux jeunes adultes à la maison
et qui s'oriente aussi vers le coaching, la psychologie, l'énéagramme. On a des discussions super intéressantes ici ensemble. Et en fait aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que je suis une éternelle apprenante et que j'apprends tout le temps, tout le temps. Je me suis inscrite à des cours en ligne et une chose qui me passionne en ligne, c'est la bioanalogie, c'est l'énergétique, c'est la physique quantique, c'est l'épigénétique. Donc le lien entre ma formation scientifique et le côté plus spirituel. Là, j'adore. Voilà. Et tu aimes aussi les chats. Ah ben oui, ah oui, tout à fait. Alors, et toi, Jean-Marc, tu es médecin spécialiste en médecine interne et néphrologie depuis 12 ans. Avant cela, tu as pratiqué la médecine générale et la médecine d'urgence, dont 8 ans de garde au SAMU. Formé en coaching exécutif, en intelligence collective, tu es certifié facilitateur de groupe Mastermind que tu développes principalement dans le monde de la santé et à l'hôpital. Tu es le fondateur et le président de l'association Soigner en conscience, dont l'objectif est de permettre aux soignants de donner du sens à leur travail dans un monde en changement rapide. Ta mission est de permettre de garder l'humain au cœur des soins de santé et d'inviter à une médecine intégrative et collaborative. Alors Jean-Marc, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Bien, que dire, en tous les cas, que je partage ces passions avec ma compagne Françoise, qui est sophrologue, art thérapeute et avec qui j'ouvre mon champ de connaissances et d'expérience, que on vit tous les deux l'expérience aussi d'une famille recomposée avec deux beaux enfants déjà adultes et quatre enfants que j'ai personnellement. Et que notre volonté, en tous les cas, c'est à travers notre travail qui est aussi notre passion, de transmettre en tous les cas cet élément-là à nos enfants, c'est de vivre de la passion. Et voilà, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est nature, randonnée. On a un jardin en permaculture qui va nous permettre au moment de toucher, travailler la terre et chose importante. On a des choses simples. Merci Jean-Marc. Alors, comment vivez-vous cette période de confinement? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser, Isabelle. Alors pour moi, d'abord c'est d'arriver comme un moment de retrouvailles avec mes enfants. Donc on retrouve des moments de qualité au niveau de nos soirées ensemble. Et puis il est arrivé un événement quand même un petit peu surprenant dans cette légèreté qu'on avait créée, c'est que le grand-père de mes enfants, du côté de leur papa, est hospitalisé pour Corona. Et donc ça a été un moment de larmes et il a fallu vivre ça aussi dans l'accueil, mais la bonne nouvelle, c'est il va mieux, il en est sorti, il n'a plus besoin de respirateur, il est passé 48 heures sous respirateur et puis maintenant il est juste un masque, il peut téléphoner, il peut rassurer tout le monde et c'est voilà, ça m'a permis de comprendre que le confinement, il y a vraiment plein de contextes de confinement et j'ai la chance de vivre dans une belle maison aussi avec un jardin, ce qui est quand même vachement privilégié et je prends conscience de ce privilège et avec des enfants autonomes aussi, c'est quand même une belle qualité de vie au quotidien. Merci beaucoup pour ce partage, Isabelle. Et toi, Jean-Marc? Moi, c'est un petit peu particulier. Je vis évidemment le confinement différemment et ça me fait penser à une métaphore humoristique qui disait que le mariage, c'est comme le siège d'un château fort. Ceux qui sont à l'intérieur rêvent de sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer. Moi, je fais partie de ceux qui sont pas confinés et qui, par moment, rêveraient aussi de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc, profiter de ce temps pour repenser l'avenir, la manière de fonctionner. Voilà, petite anecdote. Alors, on aura l'occasion d'en parler pendant le webinaire, mais il est important aussi de souligner que tu as déjà travaillé sans masque, donc à l'hôpital, et tu as partagé pendant la préparation de ce webinaire qu'il t'était difficile de voir des infirmières sans masque dans cette période de crise sanitaire. Donc, voilà, nous allons en parler de toute façon.
Donc, vous allez nous parler de l'attitude du coach en période de crise. Quel objectif avez-vous avec ce webinaire, Isabelle? Mais pour moi l'attitude coach, c'est vraiment quelque chose que je porte. Être coach, c'est quelque chose qui est plus important que faire du coaching, c'est-à-dire si on accompagne des personnes à se transformer, à faire un chemin d'évolution, il est important qu'on fasse ce chemin d'évolution nous aussi. Et donc ici, on est dans un contexte où il est vraiment presque une obligation d'être congruent, de s'aligner et de toujours se remettre en question pour devenir une ressource pour nos clients et nos proches. Et donc ici, ben voilà, tu m'offres le possible de transmettre cette notion de être coach dans ce contexte-ci. Et voilà mon objectif pour cette soirée. Merci Isabelle. Et toi, Jean-Marc? Bien, moi, par ma position, je voudrais quand même apporter quelques clarifications sur des points d'information importantes. Également, je veux simplement témoigner et partager des ressources qui me permettent de traverser cette crise. Et l'autre élément, c'est fédérer, en tous les cas, les talents de tous les intervenants, que ce soit coach ou médecin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, merci à vous deux. C'est donc Jean-Marc qui va introduire ce webinaire. Alors, Jean-Marc, je vais t'inviter à commencer ta présentation, mais avant ça, je m'éclipse et reste connecté comme d'habitude avec vous. Mais attendez un instant. Oui, il y a un sondage. Oui, il faut mettre un sondage. Exactement. Donc, je m'éclipse d'abord, pouf, comme ça, et puis je lance donc le premier sondage. En effet, vous l'avez bien compris, il y a un sondage pour vous. Alors, je vais demander d'abord aux non-coachs de réagir. Donc, les coachs, un peu de patience. Et je lance donc le premier sondage. Voici le sondage pour les non-coachs. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à cette crise? Voici les possibilités. Peur de la maladie pour vous et vos proches, peur de la diminution de l'activité professionnelle, impuissance, confiance ou autre. Vous êtes rapide aujourd'hui. Nous sommes à 80% et je partage les résultats. Pour 39% confiance, 22% peur de la maladie, 17% peur de la diminution de l'activité professionnelle, 15% impuissance, 7% autres. Et je lance donc directement le deuxième sondage et celui-ci, il est pour les coachs et pas pour les non-coachs. Donc, les non-coachs, maintenant, c'est à votre tour de patienter et c'est aux coachs de commencer à réagir et à voter. Donc, pour les coachs, quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à cette crise? Première possibilité, peur de la maladie. Deuxième possibilité, peur de la diminution de l'activité professionnelle. Troisième, impuissance, confiance et au final, autre. Donc pour les coachs, c'est 50% confiance, 16% peur de la diminution de l'activité professionnelle, 14% peur de la maladie, 11% impuissance et 9% autres. Donc voilà Jean-Marc, c'est à toi. Merci Yotis. Voilà, donc j'ai voulu intituler cette première partie de séminaire en disant calme, sérénité, pourquoi le confinement marche. Je voulais tout d'abord, il m'a semblé important de remercier toutes les personnes pour votre soutien, car les soignants y sont sensibles, parce qu'évidemment ils sont en première ligne. J'insiste sur l'importance qu'ils puissent bénéficier de masques et en tous les cas de pouvoir se protéger, parce que c'est vrai que la situation au niveau matériel est assez difficile, voire catastrophique. Et donc, il est difficile pour moi, soignant, de voir des gens de 25 ans faire leur course avec des masques FFP2, FFP3, alors que nous-mêmes, nous n'avons que des masques chirurgicaux et encore rationnés. Donc voilà, le tribut des soignants face au coronavirus est important.
Et donc, c'est un message qui me tient particulièrement à cœur. En Italie, plus de 20% des soignants ont été contaminés. À Wuhan, c'était jusqu'à 30 à 40%. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, faites attention à cet élément. Autre information, suivez les sites qui sont officiels parce que il y a tout type d'informations qui circulent et je pense qu'il est important de s'orienter vers des sources fiables en cette période où les fake news sont parfois à tout va. Mon objectif ici dans ce webinaire, c'est de rassurer et informer parce que je vous expliquerai pourquoi l'information est certainement un outil essentiel dans cette crise. Je veux aussi simplement apporter mon témoignage sur ce que je vis depuis quelques jours, quelques semaines, et surtout vous présenter un outil de modélisation que j'ai eu la chance de travailler avec Jérôme Moirot, que je vous présenterai. Enfin, faire un appel à fédérer les professionnels de l'accompagnement que nous sommes tous, parce que j'ai une vision très élargie de l'accompagnement. Les médecins sont des accompagnants, mais les coachs également, et faire peut-être un pont entre nos qualités et nos talents. Alors, j'insiste sur le fait que mon intervention n'est que la première partie, puisque la deuxième partie qui sera présentée par Isabelle sera vraiment plus axée sur l'attitude du coach et l'apport de l'épigénétique. Néanmoins, je pense qu'il est important, au vu de l'actualité, de poser les bases des enjeux actuels que l'on affronte. Alors, cette crise, elle est finalement un modèle. Et donc, c'est le coronavirus aujourd'hui, ce sera peut-être autre chose plus tard. J'ai voulu commencer par mon intervention est séparée en 3 parties, une dimension plus rationnelle, donc quelques chiffres, quelques informations pour répondre à des éléments d'inquiétude et essayer de vous rassurer par rapport à ça, pour pouvoir également rassurer les personnes que vous coachiez. Vous partagez mon expérience et la modélisation dont j'ai déjà parlé. Ensuite, quelques partages de pistes de réflexion. Alors, juste un mot par rapport à cette présentation. J'ai représenté le cerveau comme la dimension rationnelle, intellectuelle, le cœur, la dimension émotionnelle, et les tripes, les intestins, vraiment ce que l'on a au fond de nous. Je pense qu'on doit aller vers une médecine aussi qui rassemble, qui a une vision globale, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, comme l'a dit Yotis, qui me tient particulièrement à cœur. Alors peut-être la partie la plus factuelle que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Cette image, elle est forte, elle date de 2004 en Thaïlande, où la vague arrive et on voit qu'on est encore à cette période où l'eau s'est retirée et où les touristes occidentaux n'ont pas pris conscience du danger. Donc une période un petit peu de déni de la problématique et la vague qui arrive, et savoir que les personnes qui étaient informées, les Thaïlandais, ils étaient déjà plus sur la plage. Et donc ça m'a fait penser que quand on manque d'informations, on rentre dans l'incertitude. Cette incertitude va générer de l'inquiétude. L'inquiétude va générer de la peur. La peur va générer des comportements inadéquats et on a pu déjà observer des comportements qu'on n'aime pas voir dans des supermarchés et parfois une attitude et des décisions inconscientes. L'attitude de Trump face à cette problématique est assez symptomatique. Alors faisons d'emblée la différence par rapport au confinement. Il y a confinement et confinement. Alors, j'ai choisi un peu de manière provocante, je l'admets, 2 images qui créent un véritable paradoxe, mais pas tant que ça, parce que très clairement, le confinement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une attitude de protection collective pour éviter au maximum de personnes de se retrouver dans la deuxième image, qui est un confinement également subi, mais qui est bien plus grave. Alors, je ne mets pas cette image pour vous faire peur, mais simplement pour vous dire que les personnes qui se confinent, elles se protègent, mais elles protègent aussi les autres. Et au plus on applique la règle, au plus vite on va pouvoir sortir de ce confinement. Et j'aimerais, à travers cette dia, déjà dire que le risque pour vous,
personnes confinées est nettement moindre que, évidemment, ce que l'on va voir dans le milieu hospitalier. Et c'est pour ça que je voudrais que vous reteniez ce message en haut à droite, c'est que 80 à 85% des personnes qui seront en contact avec le coronavirus vont faire une forme non sévère, voire même asymptomatique dans 30% des cas. Et que 10 à 15% vont faire une forme un peu plus sévère. Peut-être certains vont être hospitalisés pour de l'oxygène, mais les cas très sérieux seront minoritaires. Mais même en étant minoritaires, ils vont saturer notre système de santé et il est extrêmement important d'anticiper ça. Je vous rappelle simplement, mais je vais passer assez rapidement, que le délai d'incubation est de 14 jours, en moyenne 5 à 6 jours. Ça veut dire que quand vous avez été en contact avec quelqu'un, si vous respectez la quarantaine, au bout de 14 jours, vous pouvez dire, ben voilà, je n'ai pas fait la maladie. La durée de la contagiosité est importante à connaître puisque effectivement, quand on est symptomatique, qu'on tousse, on va potentiellement être contaminant pendant 14 jours. Enfin, l'apport des masques, je n'y reviens pas, mais laissez les masques professionnels aux professionnels et protégez-vous avec des masques artisanaux. Ces masques artisanaux ont pour effet d'avoir une barrière protectrice. Voilà pour l'aspect. Je reviens parce que cette information me semble vraiment essentielle sur une image que vous avez déjà vue dans les médias, mais qui est vraiment important à comprendre. Il y a différents stades dans l'épidémie. Le premier qui est de freiner l'introduction du virus sur le territoire. Ça a été fait. On a pu voir en France toutes les mesures qui ont été faites. On a enquêté pour savoir quelle est la personne source. Tout ceci est dépassé, n'a plus d'intérêt. Nous sommes maintenant dans la courbe ascendante de ce pic et qui peut durer un certain temps, on estime entre 8 et 12 semaines. Mais l'important de ce pic, c'est surtout de pouvoir gérer l'afflux de patients à l'hôpital. Et donc cette courbe ici représente, donc on reprend la courbe épidémique et en pointillé vous avez le schéma qui représente les capacités des milieux hospitaliers à accueillir les gens. Et vous comprenez alors dès lors très bien que si on dépasse les capacités parce qu'il y a un afflux trop important, on ne peut pas apporter la même qualité de prise en charge et donc il est extrêmement important. Donc ce que vous faisiez, vous, en restant confiné, c'est de permettre d'aplatir cette courbe dans le temps et permettre que toutes les personnes qui sont en situation plus grave puissent être prises en charge correctement. Donc le confinement, vous confiner, respecter le confinement, c'est sauver des vies. Et à ce titre-là, je vous remercie du respect de cette direction. Quelques mots pour vous montrer l'ampleur de l'évolution d'un pic, mais surtout un espoir, c'est de voir la courbe ici chinoise en noir qui est vraiment en train de s'aplatir et qui permet très clairement de démontrer que ça marche et que l'application de ces règles n'est pas anodine. Malheureusement, l'Italie est toujours dans une situation ascendante, mais cette monographie, elle date déjà d'il y a quelques jours et il y a quand même quelques petits éléments qui font penser que la courbe est en train de s'infléchir. Vous montrez que la France et la Belgique suivent la même courbe pour l'instant de l'Italie, mais on a pu mettre en place les mesures de confinement plus tôt, donc on peut espérer avoir une courbure plus avant. Au niveau des États-Unis, actuellement, la situation monte en puissance et ils ont pris du retard à l'allumage, comme d'ailleurs certains pays comme l'Angleterre et les Pays-Bas. Je voulais montrer cette deuxième dia qui est un petit peu lourde, vous m'en excuserez, mais simplement pour vous montrer toujours au 20 mars que la situation dans les pays asiatiques est clairement bien contrôlée. La Corée du Sud, le Japon et Singapour, Hong Kong sont très clairement déjà en phase descendante de leur crise parce qu'ils ont su mettre en place, grâce à de la préparation, de la modélisation des épidémies précédentes, ils ont pu mettre en place toutes les actions nécessaires et utiles. La situation au 21 mars, au moment où on a commencé à préparer le webinaire, était déjà fortement inquiétante et l'augmentation du pic fait montrer que les chiffres
ont tendance à monter, mais également, si vous regardez en bas à droite, vous avez la courbe des patients guéris qui commence également à monter très fort grâce à la Chine, mais qu'au niveau européen, la courbe jaune montre qu'on n'a pas encore atteint à cette heure-ci, en tous les cas, le pic. Voilà, 4 jours plus tard, la situation vous montre simplement que l'impact est assez impressionnant et on espère atteindre la courbe descendante très rapidement. Un petit mot pour parler des pistes thérapeutiques. Elles sont en cours d'étude. Il y a 4 molécules qui sont testées dans des études et tout patient a à l'heure actuelle accès à ces traitements que l'on espère prometteurs. C'est l'avenir qui nous répondra à cette question. Je passe donc à un partage plus personnel de mon expérience en tant que médecin. Et voilà, je voulais vous présenter une partie de mon équipe. Ça, c'est l'équipe A, puisque pour se protéger, on a créé 2 équipes. Donc moi, je travaille dans un service de dialyse. Je m'occupe aussi de patients fragiles comme les greffés rénaux. Et nous faisons en sorte d'épargner les équipes en les alternant. Vous voyez que ici ils ont tous les masques, mais je peux vous dire que la semaine passée a été pour moi une semaine où j'ai dû me battre avec l'institution, enfin pas avec l'institution, mais avec les moyens en tous les cas que l'on a pour faire entendre ce besoin de donner également de la sécurité à notre personnel soignant. Alors le propos, et là je vais rentrer un petit peu dans la dimension plus d'outils que j'ai pu utiliser pendant cette période de préparation à l'hôpital. Et donc, je vous ai mis ici une mind map que j'ai pu travailler avec Jérôme Waro, qui est coach et spécialiste dans les soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi? C'est les compétences comportementales. Nous avons tous des hard skills, donc des compétences fortes, dures, ce sont nos connaissances, mais les soft skills, c'est notre façon d'interagir avec les autres. Je tiens et j'en profite pour remercier également Sylvie Laurence Lelièvre, qui est ma coach, qui me supervise et qui me fait des séances de mentoring également. Alors, pour revenir à ce mind map, quelles sont 5 compétences que j'ai pu mettre en place ces derniers jours, ces dernières semaines? C'est de travailler sur mon mindset, travailler sur la manière de prioriser les urgences, ma préparation, rassurer et communiquer. Alors, comment ça se développe? Si donc on a travaillé ensemble pour vraiment noter finalement qu'est-ce que j'avais mis en place dans mon mindset. D'abord me mettre en mode voilà, je suis en situation qui n'est plus la situation classique. Il faut que je me responsabilise et que j'aide les membres de mon équipe à se responsabiliser, à dire qui fait quoi, à prendre des décisions, à me rendre disponible pour soutenir l'équipe qui a besoin d'informations, à les mentorer, à me préparer et être proactif. Ça va être un maître mot, l'anticipation, la proactivité, et maintenir un état d'esprit optimiste, parce que pour les patients et pour les soignants, c'est extrêmement important. Alors, un optimisme pas béat, un optimiste pragmatique et en anticipant. J'ai dû aussi prioriser la rareté des ressources, du temps que l'on a à notre disponibilité, et donc il faut hiérarchiser comment on va les utiliser. Pour cela, la matrice d'Eisenhower est extrêmement intéressante comme outil parce que elle nous permet de définir via une matrice qui nous dit voilà, ceci est urgent, est important, ceci est urgent, mais pas important, ceci n'est pas urgent, mais est important, et ce qui n'est pas urgent et pas important, on laisse de côté. Et grâce à cette matrice, on a un mode de fonctionnement beaucoup plus efficace. J'ai délégué aussi en valorisant aux personnes à qui je délègue leur importance, en étant clair, en demandant de répéter s'ils ont bien compris ce que je leur demandais de faire. Et j'ai priorisé en essayant d'anticiper tout ce qui pouvait se passer, anticiper des scénarios catastrophes comme anticiper des scénarios positifs.
Et pour cela, différentes compétences ont été sollicitées. Je me suis préparé également personnellement sur le plan physique et donc on a géré nos équipes pour qu'on puisse avoir un jour off et se reposer. Sur le plan mental, j'utilise la méditation comme un outil en tous les cas de retour à soi et de calmer avec la respiration. Et donc voilà, en tous les cas pour ces aspects-là, vraiment essayer d'être conscient de ne pas être toujours dans l'émotionnel, mais parfois également dans le rationnel et jouer avec ces différents niveaux. J'ai rassuré, d'abord, il faut que je me rassure moi, mais j'avoue que même si il y a toujours une crainte, j'essaye d'être dans l'action, d'être authentique, dire la vérité aux gens avec transparence, considérer les gens à qui on parle comme des adultes et leur amener de l'espoir et des informations pragmatiques. Et ça, c'est un point que j'insiste, la communication, le dernier soft skill que j'ai utilisé est vraiment extrêmement important. Il était important pour moi au niveau interne pour pouvoir demander, provoquer des réunions et vis-à-vis de mon équipe, quotidiennement, je donnais un topo à 10 heures. Voilà la situation, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, cette communication m'a surtout permis, via notamment les réseaux sociaux, via le fait de fédérer des équipes et à travers des webinaires, d'influencer, d'impacter les pouvoirs décisionnels. J'ai eu l'occasion de joindre des personnes qui sont au niveau politique, au niveau décisionnel et leur faire remonter des informations du terrain, ce qui a été extrêmement positif. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont pu m'aider à ça. Et j'ai aussi exploré une compétence qui n'était pas particulièrement mon fort et que je dois encore certainement travailler, c'était la diplomatie, parce que pour avoir de l'impact, il faut savoir s'exprimer de manière claire, que ce soit par écrit ou dans l'oral, gérer ses émotions quand on est dans l'urgence et qu'on voit une lenteur face à nous. Et l'utilisation de la communication non violente était certainement un outil très important. Voilà, en tous les cas, une façon de modéliser. Je pense que c'est un très bel outil que vous pouvez proposer à vos clients, à vos coachés. Et donc, je remercie Jérôme qui m'a permis de travailler ça avec lui ce vendredi. Je vais terminer par quelques points, quelques pistes de travail qui m'ont également aidé. Et là, ici, j'ai pensé en préparant ce webinaire à un autre webinaire qui me paraît particulièrement d'actualité et que je vous invite à retrouver. Il a été présenté il y a peu de temps, au mois de novembre, par Sylvie Timers et il évoque la roue de Hudson. Donc vraiment ce cycle du changement où très clairement on est dans cette phase de turbulence. C'est vraiment un outil tout à fait à propos dans un moment de crise. Je voulais vous présenter aussi ce que j'utilise moi personnellement, c'est un groupe Mastermind. J'ai pu être formé par Eric Baudet et avec qui on a formé un groupe maintenant qui s'appelle Imagine, avec un grand H parce que c'est l'humain avant tout. Et nous vivons avec plusieurs experts à échanger de manière globale avec une vision d'intelligence collective. Nos parcours respectifs, c'est extrêmement ressourçant et je vous invite à découvrir ce type d'approche. Enfin, je voulais saluer une initiative d'un médecin psychiatre qui a créé un algorithme qui n'apparaît pas, mais un algorithme qui expliquait l'attitude. Il est disparu de ma présentation, j'en suis désolé. Je vais terminer simplement en faisant un appel. Je pense qu'il est temps aussi de créer des ponts et de fédérer une vision interprofessionnelle des différents intervenants. Je pense qu'il y a des ponts qui peuvent être lancés entre coaching et médecine. Et voilà, je voulais inviter les gens à élargir leur horizon et voir qu'on a beaucoup à s'apprendre mutuellement, que moi personnellement, mon travail en tant que médecin a été vraiment fortement enrichi par la vision du coaching, même si ce sont deux choses totalement différentes. Jean-Marc, j'ai quelques questions.
Donc, Oui. de la part de Virginie et de Catherine, pourriez-vous remettre le lien du site l'OMS, où nous demande donc Virginie, Catherine et d'autres personnes? Alors, je vais le mettre. Attends, je l'ai ici. Voilà. Donc, c'est www.who.int et si vous voulez en français, /fr. Merci Jean-Marc. Alors, c'est au tour donc d'Isabelle pour sa partie. Et Isabelle, si mes souvenirs sont bons, on commence avec un sondage directement. Oui, on commence avec le sondage. Est-ce que tu peux le lancer, s'il te plaît? Alors, je lance le sondage. Quel est votre défi en tant que coach aujourd'hui? Voici le sondage. Première possibilité, maintenir un chiffre d'affaires raisonnable. Deuxième possibilité, vous positionner face à vos clients. Gérer vos émotions et celles de vos proches. Vous réinventer ou autre. Donc, nous sommes bientôt à 80%. Je ferme le sondage ici et voici les résultats. 47% vous réinventez, 22% vous positionnez face à vos clients, 16% gérez vos émotions et celles de vos proches, 10% maintenir un chiffre d'affaires raisonnable et 4% autres. Merci, Yotis. C'est intéressant et ça va conduire un petit peu la conférence d'aujourd'hui au niveau de vous réinventer parce qu'on est vraiment dans une situation d'incertitude et c'est peut-être un peu trop tôt de se réinventer. Je voulais dire merci à Jean-Marc par rapport à ce qu'il vient de présenter parce que nous sommes des coachs et nous allons accompagner des leaders à adopter une attitude coach aussi. Et le mind map que je viens de voir est très intéressant. Et donc, voilà, j'ai envie de le reprendre pour moi, de l'imprimer et d'avoir ça sous les yeux dans l'accompagnement que je vais faire aussi pour la suite. Parce qu'on va vraiment vivre des situations d'incertitude. Et donc, on va devoir gérer aussi les émotions. Donc, voilà, je vous propose de commencer sur quelle est l'attitude coach, quelle est cette attitude du coach conscient et de voir justement quels sont les défis. Donc, le défi ici dans cette situation, c'est, je vois la peur de la maladie. Il y avait quand même entre 15 et 20% de personnes qui l'ont, cette peur, pour soi, pour la famille, et c'est légitime, c'est vraiment légitime. Je crois qu'on va travailler tout à l'heure les peurs, mais c'est normal qu'elles nous habitent à certains moments et de pouvoir les manager, savoir ce qu'on va faire pour pas les nourrir. Il y a la peur du manque qui est réelle aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on passe une période où on va avoir très très peu de rentrées. On va avoir la peur du futur qui va arriver aussi, puisqu'on est dans cette incertitude. Et comme disait Jean-Marc tout à l'heure, l'incertitude peut créer des peurs qui s'amplifient et qui créent des comportements inadéquats. Donc ça, ce sont des défis. Il y a ce sentiment d'impuissance. J'ai vu qu'ici, les non-coachs mettaient 15%, les coachs 11%. Personnellement, je passe par des moments d'impuissance où je me dis mais là je n'ai aucun pouvoir, je ne sais pas quoi faire par rapport à cette situation. C'est ok aussi. C'est ok d'accepter cette impuissance qui arrive par moment. Il y a d'autres moments, mais on se rend compte qu'on peut être des ressources. Mais bienvenue, c'est une réalité, cette impuissance, surtout dans un contexte de confinement où notre liberté est quand même déjà fortement réduite. Il y a aussi la gestion de l'activité professionnelle. Alors au départ, beaucoup de gens disent qu'est-ce que vous allez faire de ce temps libre? Et je suis étonnée de voir dans les contacts que j'ai eus jusqu'ici en coaching que au contraire, c'est une surcharge. C'est-à-dire qu'on doit se réinventer déjà dans le quotidien de comment est-ce qu'on pratique notre travail. Et il y a énormément de personnes qui se retrouvent avec du boulot professionnel non habituel, plus la famille à gérer. Donc, et comment trouver cet espace de productivité, parce que malgré tout, on doit être efficace,
et en même temps la gestion d'une autre façon de fonctionner dans le quotidien. Donc ça va être notre défi aussi d'accompagner ça avec nos clients. Les relations humaines vont aussi se transformer, que ce soit au travail ou en confinement. Et là, je viens d'avoir une première demande de coaching avec un client avec lequel j'ai un contrat cadre où il me demande d'accompagner comme en team coaching, mais en virtuel pour pouvoir mieux gérer les relations humaines au travail à distance. Parce que là aussi, le qui fait quoi, ça va être super important. Et la perte de plaisir de se retrouver, ce confinement en famille qui est associé. Donc c'est un tout nouveau contexte avec lequel il va falloir s'organiser. Et c'est un contexte qui aussi est fort demande de l'humanité. Parce que tous les contextes sont différents pour chacun. Et c'est ça que j'observe, c'est que finalement, les patrons humains ont une longueur d'avance, les autres le deviennent. Donc, parce que l'employé a besoin d'être compris, d'être considéré et de se dire aussi à son patron pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et puis, un des défis importants, c'est cette notion de perte de liberté qui est assez difficile pour nous, pour les coachs qui avons appris à créer notre vie, notre environnement, notre métier et avoir une grande liberté. Et ici, tout d'un coup, notre liberté est conditionnée quelque part. On ne peut plus faire ce que l'on veut. On est mis à résidence, surveillé pratiquement. On a encore un petit peu de liberté. Mais il en va vraiment du respect du cadre et de retrouver une liberté intérieure. Donc ça, ce sont les défis. Alors derrière les défis, il y a des opportunités. Le retour à soi va être une belle opportunité de cette crise, c'est-à-dire on va avoir quand même plus de temps d'introspection et de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Donc comme le titre de mon livre, qu'est-ce que je veux vraiment moi dans ce contexte? Parce que je ne dois plus correspondre immédiatement à tous les désirs des autres, qu'ils soient professionnels ou privés. Ou privés, là, dans la famille, ça va être aussi un positionnement à prendre, mais je vous invite à avoir des moments de bulle pour pouvoir faire cette introspection. Il y aura aussi des opportunités de se reconnecter à la famille, c'est dire, tiens, j'ai fait ces enfants-là et je suis heureuse de vivre avec ces enfants, de les découvrir autrement, de les découvrir plus trop dans la course, mais dans des moments de qualité et des moments plus difficiles aussi, comme j'entends beaucoup de mamans qui, en plus de leur travail à domicile, doivent donner des cours à leurs enfants. Et ça, c'est un petit peu aussi complexe. Alors, dans l'opportunité, c'est accueillir l'incertitude. On va aussi, dans ce séminaire, parler de ce vide et de accueillir ce qui est. En effet, on ne sait pas. Ça demande un travail énorme de lâcher prise, de sortir de cette impression de contrôle qu'on a eu, parce que c'est humain, on est des entrepreneurs, on crée, on contrôle, on gère nos agendas, et là tout d'un coup, on ne sait pas de quoi sera fait le futur, l'avenir, les 3 semaines, les 10 semaines, on ne sait pas où on va. Et c'est juste être dans l'instant présent. Il y aura aussi dans les opportunités cette gestion de l'activité professionnelle dans des relations plus humaines, j'en ai déjà parlé, dans le revoir le service aux clients. On voit beaucoup de clients restaurants qui s'adaptent en traiteur, on voit du service en virtuel, on voit vraiment beaucoup de choses qui se manifestent et c'est une occasion peut-être de repositionner notre service ou le service de nos clients dans un futur qui restera. On ne sait pas encore non plus si on va pas décider de faire plus de virtuel ou moins de virtuel. On verra bien. Et éviter la perte, là, il va falloir aussi créer du nouveau. Peut-être que plein de personnes vont se dire non, mais pour éviter ma perte financière, je vais proposer autre chose. Et c'est là le moment, l'instant propice à la créativité. On va développer notre solidarité et je le vois énormément sur les réseaux, les initiatives d'ICF aussi, de coachs solidaires, l'accompagnement des médecins, des hôpitaux en solidarité.
et là, personnellement, moi, je travaille déjà avec 2 hôpitaux, avec les nursing, les cadres de nursing dans des hôpitaux, et ils sont ouverts à la remise en question, à la solidarité, et j'ai proposé pour ces clients existants de maintenir le coaching, en tout cas pour les cadres dirigeants, au niveau d'un bénévolat associé, et puis de peut-être créer une équipe de coachs solidaires pour les hôpitaux, puisque j'ai déjà certaines introductions dans ces hôpitaux-là, et les demandes commencent à arriver. Et puis, je terminerai dans une opportunité quand même qui est apprendre à respecter un cadre collectif versus individuel. Et là, je vais tout de suite passer au slide suivant. Jean-Marc disait de l'importance du confinement aujourd'hui dans la crise que l'on vit. J'ai eu du mal aussi à l'accueillir au début. Comme avant le confinement, j'ai encore fait mes derniers ateliers avec mes élèves la semaine qui a précédé, en me disant respect des volontés de chacun, de la liberté de chacun. Chacun peut se sentir prêt à venir à une formation ou pas en fonction de lui-même. Ça, c'est notre attitude coach en général. Ici, il est tout autre. Nous avons à respecter un cadre imposé, et j'ai compris pourquoi, peut-être un peu plus tard, parce que j'ai vu ces courbes, j'ai compris l'importance de préserver nos médecins et nos personnes sensibles, nos proches sensibles de cette maladie qui nous dépasse. Et donc, par rapport à ce cadre, j'ai envie de vous proposer de vous rappeler le cadre de coaching dans lequel on se met quand on invite un client à travailler avec nous. Et celui que je propose dans mes formations et dans mes coachings, c'est-à-dire le BRIC. BRIC, c'est bienveillance, respect, implication et confiance. Le B de BRIC, c'est bienveillance. Et je vous invite, pendant cette période de confinement, à être dans la bienveillance pour vous et la bienveillance pour les autres. Et donc, c'est de la bienveillance pour vous de rester dans le confinement, et donc de mettre aussi vos clients en bienveillance, en respectant ce confinement et en ne travaillant qu'en virtuel. C'est vraiment important pour moi de ressentir ici cette douceur, ce cocon dans lequel on met nos clients dans le coaching, mais de le faire maintenant au niveau de l'humanité, le mot me vient, mais de la société. Donc, d'être dans la bienveillance pour nous-mêmes et la bienveillance pour l'autre. Le respect, c'est peut-être un petit peu plus neutre que la bienveillance, mais c'est le respect des consignes, le respect de soi et le respect des autres. Ici, le respect des consignes, c'est le respecter ce cas de confinement, par respect pour soi, par respect des autres, comme dans un cadre de coaching. Ça veut dire aussi, dans le respect, il y a cette notion de limite. Je suis capable de mettre mes limites pour moi, je suis capable de mettre les limites aux autres, et les autres sont capables de me mettre leurs propres limites, et je les accueille. Et donc ici, dans ce cadre de confinement, le respect de moi, c'est aussi adopter un comportement que je sens juste. Et là, je vais peut-être partager un événement personnel, c'est que j'ai la semaine passée dû subir un examen médical, et qu'aujourd'hui, je dois avoir les résultats. Enfin, je les aurai demain. Je n'ai pas envie de me mettre en risque et de retourner dans un endroit qui, pour le moment, pour moi, n'est pas si bienveillant que ça, même si les gens, les soignants font tout ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses à s'occuper que d'un contrôle personnel. Donc voilà, pour moi, le respect de moi, c'est dire non, je choisis de rester en contact téléphonique avec les personnes qui vont me donner les résultats, et pas d'aller sur place, parce que les médecins ont autre chose à faire. Voilà, ça c'est un petit exemple. L'implication aussi dans ce cas de confinement, dans ce cas de crise, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire moi dans ma zone de contrôle par rapport à cette crise, qu'est-ce que je peux faire dans ma zone d'influence, et qu'est-ce qui est totalement hors contrôle. Et donc si c'est totalement hors contrôle, je laisse être. Si c'est dans ma zone d'influence, je m'implique comme je peux, et si c'est dans ma zone de contrôle, là justement, je prends toutes les mesures qui sont justes pour moi. Et la confiance, c'est
être dans une relation qui crée une intimité. Et ici, dans la confiance, j'ai envie de dire aussi confiance en soi, confiance en l'autre et confiance dans la vie. Confiance en soi, c'est dire, nous, en tant que coach, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nos clients et nous allons faire confiance dans notre présence, dans notre ressource, dans nos outils. Et nous allons faire confiance dans nos clients, dans leur capacité de s'auto-gérer, dans la capacité de s'auto-guérir, dans leur capacité de trouver les solutions. Et il est encore plus important aujourd'hui, je pense, de ne pas être sauveur et de justement offrir notre présence au service des solutions personnelles des clients, parce qu'on est encore moins capable aujourd'hui de donner des conseils puisque toutes les situations sont tellement différentes et ce ne sont pas des situations que nous avons déjà expérimentées. Donc l'attitude coach, elle est vraiment aujourd'hui vraiment là. On n'est pas des consultants conseilleurs, on est vraiment des coachs au service qui respectons un cadre, notre cadre de travail et le cadre imposé. Et l'invitation aussi de proposer aux clients de respecter ce cadre de confinement au maximum pour eux-mêmes et pour les autres et pour les médecins surtout. Et les infirmiers, enfin, je veux dire, quand je dis médecin, c'est le cadre infirmier. Alors, dépasser les peurs, je vous invite, j'ai vu qu'ici, dans le test qu'on avait fait, il y a quand même presque 20% de personnes qui ont peur de, même plus, si on fait peur de la maladie et peur de perdre l'activité, on monte à 40% quand même de personnes qui ont des peurs. C'est évident que ce soit normal d'avoir des peurs, que ce soit tout à fait justifié. Maintenant, la peur, derrière chaque peur, il se cache un désir. Et moi, j'ai envie de vous inviter à rechercher quel est le désir qui se cache derrière chaque peur. C'est Jacques Salomé qui m'a initié à cette approche-là il y a déjà quelques bonnes années. Jacques Salomé était un de mes premiers mentors. J'avais 25 ans et j'ai lu « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Et donc, si je m'écoute, je me dis que, en effet, à l'intérieur de moi, il y a des peurs et alors il y a aussi des désirs. Il y a le désir que tout se transforme en quelque chose de mieux. Il y a le désir que la guérison arrive, mais il y a aussi ces peurs. Et donc, moi, j'ai envie de vous inviter à vous démystifier ces peurs ici pendant la suite de ce webinaire. Alors, pourquoi je vous montre cette belle tortue? C'est pour vous parler de l'épigénétisme. Alors, l'épigénétisme, c'est quoi? Ça a l'air d'être un mot un petit peu barbare, mais on en parle de plus en plus. C'est une nouvelle science médicale qui n'est plus de la génétique. La génétique, c'est on a des gènes, les gènes produisent des protéines et ces protéines vont produire un effet. Si je vous parle de ma petite tortue, c'est que la tortue est un bel exemple d'épigénétisme qui dit que maintenant, c'est pas que les gènes prédéterminés, c'est l'environnement qui va agir sur nos gènes. La tortue, quand elle va pondre ses œufs, elle va sur la plage et elle remonte assez haut. Et puis, elle commence à creuser pour aller pondre ses œufs. Et ce sera à la profondeur de ponte, de couvaison, on va dire, qui va déterminer la température dans laquelle les œufs vont être maintenus. Et c'est cette température et c'est cette profondeur qui déterminera si la future petite tortue sera un mâle ou une femelle. Et là, je trouve ça magnifique pour moi parce que c'est déjà un bel exemple que la nature connaît déjà, que l'épigénétique, c'est l'environnement extérieur qui influence le génome. Donc ici, nos petites tortues, mâles ou femelles, dépendront de la température à laquelle elles ont été couvées. C'est aussi la même chose pour les abeilles. Quand les abeilles la reine-mère pond des petites abeilles, certaines vont être nourries d'une certaine façon et devenir des ouvrières, et d'autres vont devenir des reines parce qu'elles auront eu de la propolis, parce qu'elles auront été soignées. Et la nourriture peut aussi influencer notre génome. Donc, on peut aller très loin sur le prendre soin de soi avec l'épigénétisme, sur une bonne température, une bonne nourriture, mais aussi des bonnes pensées. Et donc, je vais avancer maintenant sur l'idée de vous montrer que les pensées vont aussi influencer nos émotions, vont aussi influencer notre conditionnement physiologique. Donc,
comment ça fonctionne? Une pensée va fonctionner comme une clé serrure, c'est-à-dire que la pensée de peur va engendrer une production de neuropeptides et ces neuropeptides vont aller se mettre sur les cellules et vont engendrer une réaction, comme vous voyez ici sur les neurones qui sont dessinés, qu'il y aura un circuit neuronal qui va induire un comportement spécifique ou la production d'une hormone spécifique ou la production ou la diminution de. Donc il y aura un effet suite à une émotion et surtout à une émotion qui perdure. Donc je voudrais vous parler du stress, de la pensée de peur, qui va augmenter le cortisol. En fait, chaque fois que vous avez un sentiment de peur, une pensée de peur, et donc chaque fois que vous ouvrez votre WhatsApp, votre ordinateur, la télévision, on nous bombarde de pensées, en tout cas d'informations stressantes qui, à longueur de journée, vont canarder nos cellules de pensées stressantes, de peur. Et ce qui se passe, vous voyez les petites boules vertes, ce sont des libérations de neuropeptides qui vont engendrer un effet. Et donc la peur va engendrer une production excessive de cortisol. Vous savez peut-être, si vous avez fait des prises de sang, que si vous avez un taux de cortisol élevé, votre médecin va vous dire: Madame, monsieur, il est temps de vous détendre un petit peu, vous êtes trop stressé parce que c'est pas bon pour la santé d'avoir trop de cortisol. En effet, ça va avoir des effets physiologiques. Les effets physiologiques sont des tensions, sont surtout, et on le verra après, une diminution de l'immunité. Et puis, je mets les poumons aussi pour dire que une peur se met souvent sur les poumons. Les poumons, c'est l'organe vital indispensable. La cellule pulmonaire, l'alvéole, est la cellule la plus vivante qui transforme l'oxygène en ressource pour survivre. Et donc, quand on a peur, ça se met parfois sur les poumons. Avant cette fameuse maladie, on pouvait ressentir, si vous demandiez aux gens, quand ils vous parlent de votre peur, où est-ce qu'elle se met, votre peur? Et les gens font souvent ici. D'ailleurs, la respiration est souvent coupée quand on a peur. Donc, les poumons et la peur sont liés. D'autres choses aussi, j'entrerai pas dans la médecine chinoise et toutes sortes de choses comme ça que je ne maîtrise pas. Je parle juste de se dire, tiens, oui, c'est vrai, quand on a peur, on a notre respiration qui est déjà rétrécie. Oui, on respire sur le haut des poumons et donc nos poumons sont déjà touchés. Je reviens sur l'idée du cortisol. Quand on a peur, notre cortisol produit par nos pensées dans notre mental va augmenter et plus il va envoyer des signaux, donc le mental va envoyer des signaux sur la glande surrénale et le cortisol se produit en quantité importante et diminue le système immunitaire. Et plus la fonction immunitaire diminue, plus vous êtes à risque de choper la maladie. Donc, c'est pas évident du tout de se dire on lâche les peurs comme ça du jour au lendemain. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, l'idée est de transformer votre peur en une autre pensée, en autre chose et de ne pas vous laisser envahir. La peur, elle vient en un instant. Le sentiment de peur, la persistance de stress, c'est quelque chose qui perdure et qui peut être nourri par l'accumulation d'informations, l'accumulation de pensées stressantes. Sur le slide suivant, je vais vous proposer comment se défaire de cette accoutumance au stress. Et si vous regardez le dessin à droite, vous allez voir, c'est la membrane d'une cellule. La membrane d'une cellule représente des polypeptides comme ça, l'un à côté de l'autre, et vous avez des petits tubes qui sont des récepteurs qui vont engendrer un effet. Je veux vous proposer de vous parler du tabac. Quand vous fumez, vous créez des récepteurs à nicotine à la surface de vos cellules. Et plus vous fumez, plus vous avez de récepteurs. Puis si un jour vous décidez d'arrêter de fumer et de faire un sevrage, vous stoppez soit en une fois, soit en plusieurs fois. Pour certains, c'est plus facile en plusieurs fois parce que justement, si vous arrêtez du jour au lendemain, vos récepteurs à nicotine vont crier donnez-moi de la nicotine, donnez-moi de la nicotine, et vous allez avoir des effets physiologiques
de souffrance psychologique et physiologique réelle, de tremblements, qui vont dire, mais là, il se passe quelque chose, il faut redonner de la nicotine pour apaiser les effets physiologiques. Eh bien, c'est la même chose par rapport au stress. Par rapport au stress, pour le moment, vous êtes en train de nourrir vos cellules avec du stress. Donc, vous créez des récepteurs au stress. Si vous décidez d'arrêter ça, il va falloir faire un sevrage progressif et choisir de dire, à la place du stress, je vais mettre autre chose. Je vais choisir de nourrir mes cellules avec des pensées plus constructives, avec des pensées plus positives, parce que je ne veux pas me laisser envahir. C'est un choix personnel de ne pas se laisser envahir par le stress. Dans le slide suivant, je vous propose de parler de l'hormone opposée au cortisol. L'hormone opposée au cortisol, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. Alors, l'ocytocine, c'est l'hormone de la bienveillance, de la sérénité. C'est une hormone qui est produite quand on vit des choses agréables. C'est une hormone qui est certainement produite en période d'accouchement, ce qui fait accoucher, provoque des contractions. C'est intéressant parce que c'est aussi l'hormone de l'allaitement, mais au-delà de ça, il y a l'hormone l'ocytocine qui est vraiment une hormone anti-stress par excellence. Elle diminue la pression sanguine, elle diminue le taux de cortisol, elle donne une meilleure tolérance à la douleur et une diminution de l'anxiété. Alors, comment faire pour retrouver des sources d'ocytocine? Eh bien, il y a énormément de choses qui sont tout à fait accessibles dans notre vie confinement. Et je commencerai par en haut à gauche, la méditation, parce que Jean-Marc en parlait. La méditation permet de se poser, de se retrouver face à soi-même. La respiration consciente, là aussi, pour certains, vous connaissez sans doute la cohérence cardiaque ou le mindfulness, où on est conscient de ce qui se passe dans notre corps. Le don rend plus heureuse, et donc ici dans cette confinement, on est dans un don peut-être plus virtuel, mais on peut le pratiquer. Les mots tendres de soutien, la douceur, c'est vraiment aussi une belle source d'ocytocine, et j'ai envie de vous inviter à donner de la douceur à tous nos proches qui sont à distance par téléphone, par WhatsApp, par téléconférence. Nous sommes tous reliés, et donc c'est vraiment l'occasion d'être dans cette bienveillance, j'allais en dire gratuite, oui, généreuse, parce que là, ça va faire augmenter le taux d'ocytocine. Donc si vous avez des proches malades, donnez-leur de la douceur, donnez-leur aussi de la gratitude. C'est aussi quelque chose qui nourrit énormément le bien-être et qui va augmenter l'ocytocine. C'est le moment de faire des lettres de gratitude et de dire merci d'être dans ma vie dans cette période et dans ce qui a précédé cette période. Donc les relations harmonieuses seront là. Si dans votre confinement c'est pas très harmonieux, s'il vous plaît, prenez du temps aussi pour rencontrer des amis de façon virtuelle par téléphone, de prendre du temps pour vous, pour retrouver cette harmonie personnelle. La chaleur, le bain, le virus n'aime pas la chaleur, donc c'est encore très bien en plus, quand je dis il n'aime pas la chaleur intérieure, c'est pour ça qu'on fait de la fièvre pour l'éliminer, mais cette notion de chaleur, de chaleur ambiante, vous pouvez le faire, de prendre des bons bains, ça va augmenter votre taux d'ocytocine aussi. L'écoute, on en parlait, le téléphone, le regard bienveillant, regardez maintenant, je peux vous regarder avec bienveillance, ça peut vous donner aussi du bien-être. Alors évidemment, le contact physique, pour certains, on ne l'a plus, pour d'autres, on l'a. On a nos chats, nos chiens, on a tout ça aussi. On peut se faire aussi des massages, des automassages, il y a plein de techniques. L'exercice physique,
L'exercice physique va être aussi une source d'ocytocine. Il y a énormément de vidéos qui passent pour faire du yoga. On peut toujours sortir pour courir. Donc, faites de l'exercice. Et alors, on terminera par les orgasmes. Je sais que pour certains, le confinement ne le permet pas, mais pour d'autres, c'est tout à fait possible. Donc, profitez de ce que la vie vous offre pour pouvoir augmenter votre taux d'ocytocine. Voilà. Le slide suivant va vous montrer que aussi, certaines personnes me disent Isabelle, avec tes belles idées de pensée créatrice, il faut savoir que ce qu'on vit maintenant nous met dans un stress qui est plutôt de l'ordre du reptilien. Donc nous avons 3 cerveaux qui fonctionnent très bien ensemble. Nous avons le néocortex qui est le siège de la pensée, le limbique qui est le siège des émotions et le reptilien qui est le siège des réflexes archaïques de survie. Et en effet, on a appris la nouvelle de confinement, de crise avec notre reptilien. Notre reptilien, c'est celui qui dit attention, survie. Il faut survivre. Alors certains se sont précipités dans les magasins avec un côté j'attaque, je me mets en mouvement, et alors d'autres se sont mis dans la colère, d'autres se sont mis dans la rébellion, non je ne refais pas ce confinement. D'autres sont mis dans la fuite, il y en a qui sont partis en vacances, essayer de partir en dernière minute. Et puis il y en a d'autres qui se sont mis dans une fuite, mais avec une fuite impossible puisqu'on était confinés. Et puis il y a cette tétanie, c'est je ne sais plus rien faire là. Je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus rien. Et je me mets en tétanie. Et je ne me mets pas en conscience en tétanie, je le suis. Tout ce contexte-là de stress primaire, il est inconscient. Par contre, si vous regardez bien le dessin, et vous allez un peu plus près, vous aurez les slides après, si on regarde au niveau du contrôle du néocortex, le néocortex c'est le siège de la pensée, il peut décider avec un mental puissant d'agir sur notre façon de fonctionner émotionnelle. Il peut envoyer à l'amygdale des messages pour dire attention, calme-toi, je choisis de ne pas me laisser envahir par la peur. Et puis quand on voit que le signal qui peut arriver jusqu'au reptilien va aussi envoyer de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, de la noradrénaline, et donc on peut compenser cet effet j'ai envie de dire, de bouillie de cortisol qui peut nous arriver quand on a trop de stress en une fois. Et à un moment, on redevient maître de soi, on reprend les commandes et on se reconditionne avec des pensées beaucoup plus créatives. Dans le slide suivant, je vous invite à choisir toujours. On dit toujours en coaching, c'est celui qui est le plus conscient qui doit adapter son comportement. C'est celui qui est le plus conscient qui doit choisir quelle est la pensée qu'il va nourrir plutôt que se laisser envahir par ses pensées. C'est clair qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas fait de travail sur eux et qui sont, j'ai envie de dire, dans une réaction spontanée, pleine d'émotions, pleine de pensées, non réfléchies, non remises en question. Mais nous, avec le chemin qu'on a fait, nous avons le choix. Et nous avons toujours le choix de remettre nos pensées en question. Et donc, dans le slide suivant, vous avez une méthode de comment recréer sa réalité. D'abord, il faut écouter ce qui se passe dans notre tête. Quelle est la pensée qui est dans notre tête? Nous ne sommes pas nos pensées. Donc, une idée qui nous arrive, est-ce qu'on y adhère? Est-ce qu'on n'y adhère pas? Est-ce qu'elle vient de nous? Est-ce qu'elle vient pas de nous? Et nous sommes, même maintenant, alors qu'on est dans un confinement où on devrait se prendre un peu de temps, on est saturé d'informations et nous ne sommes pas ces informations. Donc d'abord, choisir de les démystifier, les écouter, devenir l'observateur de nos pensées et puis se désidentifier de nos pensées. Donc, une fois qu'on s'est désidentifié de nos pensées, on peut choisir de mettre nos pensées au service de nos intentions, de notre intention. Donc, on va créer notre réalité en choisissant de mettre notre pensée plus au service de nos désirs, de nos intentions, que de nos troubles, de nos peurs. Et comment est-ce qu'on le fait? En choisissant
en créant notre réalité par une visualisation créatrice et en créant une image mentale nouvelle. Et donc, quelque part, on va reconditionner notre cerveau en faisant des nouveaux liens neuronaux, des nouvelles connexions pour créer un nouveau souvenir, ou en tout cas exploiter un souvenir que l'on a et le reprogrammer et dire c'est ça que je veux. Donc on peut visualiser de façon créatrice ce que l'on veut vraiment en imaginant les retrouvailles, en imaginant voilà, l'abondance, le plaisir, le monde qui sera après. Ça, c'est pour arrêter nos pensées de peur et visualiser ce que l'on veut vraiment. Et on a toujours le choix de se mettre dans cet état d'esprit. Pour ceux qui ont déjà fait de la méditation, ça sera plus facile d'arrêter ce qu'on ne veut pas pour choisir ce que l'on veut vraiment. Et surtout, être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, on n'est pas dans le passé et dans le regret de ce qu'on n'a plus. On n'est pas dans le futur et dans la peur de ce qu'on aura ou n'aura pas. On est juste ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, nous sommes ici dans une conférence ensemble avec un nombre incroyable de participants et on peut se regarder, on peut se dire là, dans l'instant présent, tout va bien. Dans mon confort, dans mon cocon, avec mon environnement, mon ordinateur. On peut regarder tout le positif de l'instant présent et être dans cette gratitude pour cet instant présent. Et si même on est malade, il y a toujours moyen de trouver de l'instant présent constructif. C'est à nous à le chercher, c'est à nous à aller voir ce qui est positif dans l'instant présent. Une fois qu'on a travaillé notre posture déjà d'attitude créative, où on peut se remettre en condition, on peut se choisir les pensées qu'on va appliquer pour nous-mêmes. On va être maintenant dans une attitude beaucoup plus ressourçante pour nos proches, beaucoup plus coach. Être coach avec nos proches ou nos clients dans un contexte virtuel, ça va être appliquer réellement nos outils. Jean-Marc te parlait de l'optimisme, Yotis, tu parlais de la congruence. Pour moi, c'est vraiment une invitation à être congruent dans la présence et sans stratégie. Comment être coach? Oui, on n'a plus que le choix d'être devant un ordinateur. La première chose, c'est accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est ne veut pas dire accepter, ne veut pas dire je suis d'accord avec, je suis pas d'accord avec plein de choses. Je vois plein d'incohérences, mais j'accueille ce qui est. On n'a pas le choix d'accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est, c'est ne pas vouloir une autre réalité que la réalité, comme dit Byron Katie, que j'apprécie beaucoup pour la gestion des croyances, où Byron Katie dit on ne souffre que de ce que l'on croit. Alors à nous de revoir ce à quoi on croit et remettre en question chaque croyance pour être dans une réalité de l'instant présent, moment après moment. Et elle dit aussi, on voudrait parfois apprendre à son chat à aboyer. On va le faire pendant des mois et des mois. Et à la fin, votre chat vous regardera toujours en faisant miaou. Ça veut dire aussi, ici dans cette situation, on a le contrôle sur peu de choses. On n'a pas le contrôle sur l'attitude de l'autre, sur l'attitude de nos dirigeants. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'accueillir ce qui est sans jugement, quelle que soit la situation de nos proches ou de nos clients. Accueillir dans la présence et sans stratégie. Donc, avec beaucoup d'empathie, on va être dans une empathie, non sympathie, mais dans une justesse. C'est vraiment une invitation à la justesse sans stratégie. On dit toujours le coach, il ne doit pas savoir pour la confiance en soi, on va faire ça, pour le deuil, on va faire ça. On a tout ça à l'arrière-plan, mais ici vraiment, il est important d'être dans une présence absolue à l'autre, de l'écouter et de faire confiance à nos outils pour pouvoir être dans la présence sans stratégie. Et enfin, inviter aussi nos clients, nos proches, nos amis à être dans le brick
Et le BRIC, c'est cette bienveillance pour eux-mêmes et pour les autres, dans ce respect d'eux-mêmes et des autres, dans cette implication juste, sans vouloir aller dans ce qui est hors contrôle, et dans la confiance. Restons dans cette confiance dans la vie, dans la confiance dans le potentiel de chacun. Et là, j'ai une élève coach qui me disait, mon papa est hospitalisé pour toute autre chose, mais on ne peut pas aller le voir. Et donc, elle dit, j'ai eu une discussion avec lui en étant beaucoup plus dans papa, ça va aller, tu as les ressources pour t'en sortir, tu es bien, tu vas aller de mieux en mieux. Alors qu'à une autre époque, elle disait, je lui aurais dit, papa, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, appelle-moi, je suis à ton service. Et donc, c'est vraiment une invitation à l'autonomie aussi avec nos clients et nos proches. Comment être coach, c'est cette congruence. Donc, j'en ai parlé au début. La congruence, c'est être en accord entre ce que l'on dit, ce que l'on sent à l'intérieur et ce que l'on va montrer, manifester. Aujourd'hui, il est vraiment important, si vous travaillez à accompagner vos clients à gérer leur stress, à gérer leur peur du manque, que vous ayez fait un travail aussi pour gérer vos stress, vos peurs du manque, pour pouvoir être de plus en plus aligné par rapport à vous-même et pour pouvoir les accompagner en justesse. Et ça, c'est, on n'a pas tout fini, hein, on n'est jamais à 100% de congruence. Et c'est justement en accompagnant les autres que l'on continue à grandir. Mais c'est une invitation à être de plus en plus intègre et congruent possible. La deuxième chose, c'est se positionner, connaître nos valeurs et de se dire ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, ça c'est en accord avec moi et ça ne l'est pas. Donc se positionner, c'est pouvoir dire ici c'est plus de l'ordre de l'émotionnel. Je ne suis pas à l'aise en tant que coach avec l'émotionnel, je vais référer. Et j'ose le dire à la personne avec qui je suis, c'est que ça dépendra plus d'une psy ou d'un coach orienté émotion. Et donc, moi, je peux pas avoir cette bonne attitude. Et inversement, personnellement, moi, je me sens bien avec la gestion des émotions, mais je me sens moins bien avec l'opérationnalité pratico-pratique. Donc là, je préfère déléguer à quelqu'un qui est beaucoup plus sur l'opérationnel. C'est aussi une façon de s'entraider, nous, en tant que coach, et de trouver qui peut faire quoi et qui peut être partenaire dans cette crise. Troisième point, la présence solidaire. Comme je disais, beaucoup de groupes se créent pour être solidaires au niveau de l'accompagnement de nos clients dans le monde médical ou autre, parce qu'il y a énormément de stress aussi dans tous ceux qui sont acteurs, qui doivent travailler. Et donc, nous pouvons proposer notre service de façon bénévole. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce qu'on peut faire à notre petite échelle. Ça, c'est sous nos contrôles. Autre chose, c'est se laisser acheter. Évidemment, si vous êtes dans la proposition de bénévolat, on va vous acheter peut-être le jour où l'argent est disponible. Mais c'est vraiment aussi il y a de l'argent qui continue à tourner. Donc se laisser acheter aujourd'hui, c'est ne pas vouloir vendre à tout prix, exploiter la crise avec. Moi, j'ai eu du mal, j'ai grincé quand j'ai vu. Devenez Corona coach, Corona c'est vous, Corona machin. Je trouve qu'il faut être juste et pas faire ça, exploiter cette crise comme un moyen de se rendre un gourou de la productivité ou de la réussite. Et c'est simplement être soi-même, être authentique, être à la disposition avec tout ce qu'on a à offrir et puis se laisser acheter, mais pas se vendre à tout prix. Et enfin, je terminerai par l'optimisme. L'optimisme, c'est rester toujours positif. Si un coach, à un moment, devient défaitiste, il est plus coach. Le coaché s'en va en pleurant. Donc, pour moi, l'optimisme, c'est se dire aujourd'hui, on est peut-être dans l'incertitude. Il est peut-être trop tôt de se réinventer pour dire comment est-ce que ça sera après la crise, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais l'optimisme, c'est se dire
tout est possible, mais rien n'est clair. Et je fais confiance à la vie qui me traverse. Je fais confiance à la vie, à la créativité de mes clients et je leur dis que j'ai confiance en eux parce que je m'autorise aussi à avoir confiance en moi. Voilà, on peut, Yotis, passer le dernier sondage avant de conclure, tout à fait. J'y vais. Donc, pour le dernier sondage, si vous pouviez créer votre réalité par vos pensées, sur quoi agisseriez-vous? Donc, plusieurs possibilités. Première, augmenter votre confiance en vous, transmuter vos peurs, être confiant pour le futur, être une ressource pour les autres, autres. Alors, je ferme donc le sondage et voici les résultats avec 53% être une ressource pour les autres, 18% être confiant pour le futur, 16% augmenter votre confiance en vous, 9% transmuter vos peurs et 3% autres. Super. 47, 50% être une ressource, c'est magnifique. Parce que finalement, c'est ça notre objectif de vie quand on est coach. C'est une mission. Et c'est la plus belle mission pour moi. Alors, j'ai une question donc de la part de Annie. Est-ce qu'écouter de la musique peut aussi augmenter l'ocytocine? Oui, bien sûr. L'art n'était pas écrit dans ce tableau-là, mais la musique, l'art, la créativité, la peinture, tout ce qui nous fait monter en énergie, qui nous donne du bonheur, ça augmente l'ocytocine. C'est vraiment à se poser la question le matin, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour monter en énergie, pour me nourrir, pour faire des choses qui me tiennent à cœur et qui vont augmenter mon taux vibratoire, on peut le dire, et mon état d'être en niveau bonheur. Alors, il y a énormément de questions. Vous êtes vraiment très nombreux. Il y a Cécile qui nous dit la visualisation, ça marche. Le webinaire de Lingini, on parle aussi d'autres webinaires, la roue d'Hudson. Il y a un message qui est très intéressant, donc de la part de Jocelyne, superbe mélange d'infos scientifiques et de coaching qui nous invite à contrôler nos pensées, à augmenter notre taux d'ocytocine grâce aux différentes ressources proposées. Je vais vous laisser conclure avant de clôturer avec une vague d'ocytocine aussi pour vous. Merci. Alors Jean-Marc? Oui, alors je vais mettre ma slide. Écoutez, en fait, oui, je suis plein de gratitude en tous les cas de pouvoir partager cette vision globale en tous les cas de la médecine. Et je vais vous proposer une équation et une ordonnance. Alors l'équation, c'est une équation que j'ai transformée de la fameuse équation d'Einstein, l'énergie égale mc carré, et je l'ai transformée sous format EMC carré du soignant pour identifier l'importance, bien sûr, de la connaissance médicale, mais aussi et surtout de la relation thérapeutique qui est essentielle, le lien de confiance, de communication, d'adaptation à la personne. Et ça donne qu'un résultat thérapeutique égale les connaissances médicales fois la relation thérapeutique au carré, parce que sans un des deux éléments, eh bien, on fait de la mauvaise médecine, je pense. Alors, mon ordonnance est une ordonnance que j'ai intitulée pour Yotis. Hein, je l'ai mis à ton nom, mais je la mets au nom de tous les participants. C'est qu'un médicament qui n'a aucun effet secondaire et qui peut être pris à volonté, c'est l'espoir. Et il m'arrive, en tous les cas, il m'arrivait quand ce n'était pas électronique, de faire des prescriptions de livres, de musique, de rire, de sourire. Et donc voilà, ici je voulais clôturer en tous les cas ce webinaire par une note d'espoir. Voilà, merci Yotis, et je laisse la parole à Isabelle pour sa conclusion. Merci Jean-Marc. Ce qui me venait quand je t'entends E égale MC carré, moi j'ai envie de dire
Je suis très fort orientée sur l'énergie aussi. Plus on a une bonne énergie, plus ça nous porte. Et je mettrais moi E égale MC carré égale la motivation fois la confiance au carré. Donc, si on est dans la motivation et qu'on a de la confiance au carré, on va avoir plein d'énergie. Et cette énergie va nous permettre de passer tout ce qu'on a à passer, de ne pas être atteint par la maladie aussi, parce qu'on sera fort, on aura un sentiment de puissance. Et puis, ma conclusion, j'avais choisi Will Smith, c'est la peur n'est pas réelle, c'est un produit des pensées que vous créez. Le danger, lui, est très réel, mais la peur est un choix. Et donc, pour moi, c'est vraiment une invitation à être dans la vigilance. Le danger est réel, mais la peur est un choix. C'est un film que j'ai regardé avec mon fils il y a 6-7 ans. Et depuis, ça reste un mantra que l'on a parfois entre nous en famille pour se dire, c'est vrai, il y a des dangers. Mais la peur, ça reste un choix. Et mes enfants ne sont pas du tout dans la peur. Justement, je les ai initiés à être dans la confiance dans la vie. Yotis, j'avais encore un dernier mot pour le dire. Est-ce que c'est maintenant ou c'est après? Alors, laisse-moi d'abord faire une petite distribution d'ocytocine envoyée par les synergiennes et les synergiens qui sont très nombreux ce soir. Nous avons d'ailleurs jamais été aussi nombreux. Donc, merci beaucoup de votre présentation de la part de Samia. Extraordinaire. Un très grand merci à vous deux de la part d'Isabelle. Merci énormément à vous. Très à propos, très apprécié. Immense gratitude. Bon courage de la part de Marie-Pierre. Catherine nous dit merci à tous. C'est un magnifique webinaire. Merci encore. Je suis très touché par vos messages. Bravo Isabelle et Jean-Marc pour ce magnifique webinaire d'une autre Isabelle. Merci pour l'ocytocine que vous avez permis de produire de la part de JN. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Je viens de reprendre sur une feuille les conseils d'Isabelle pour lutter contre le stress et la peur et je vais l'afficher sur la porte d'entrée de la maison. Merci et bientôt de la part de Stéphanie. Armand nous dit bravo, c'est très intéressant et inspirant et vous avez géré la crise technique de manière congruente. Alors, merci. Donc, de la part de Claudine, super, merci beaucoup pour cette intervention claire et agréable. Alors, je le fais pas à tous les webinaires, mais j'en profite vu que nous parlons d'ocytocine et que c'est un webinaire qui est exceptionnel. Donc, excellente présentation, vous avez trop géré. Respect à vous, Philippe. Bravo à vous tous et merci pour ce webinaire riche en contenu de la part de Sana. Superbe, merci beaucoup à vous deux pour cette conférence de Clio. Anne nous dit un grand merci pour ce partage et cette conférence passionnante et ressourçante. C'est le webinaire le plus humain auquel j'ai participé de la part de Céline. Merci à vous deux. Un moment apaisant et profondément optimisme pour créer un futur d'après-crise de la part de Carole. Stéphanie nous dit on veut d'autres webinaires comme ça. Merci. Elias nous dit merci, la positivité paye et le son se rétablit progressivement. Merci de votre clairvoyance et sérénité, nous dit Olivier. Je termine avec encore quelques-uns. Un grand merci d'Isabelle, plein de soutien et d'outils et surtout une vraie leçon d'humanité. Catherine nous dit merci pour ce webinaire très riche. Un vrai plaisir de se retrouver en Belgique via ce webinaire. Une Française qui a vécu 4 années en Belgique. Christine nous dit, j'ai aimé les interventions et je me sens bien en votre compagnie. J'aime vos commentaires. On apprend toujours et permet prise de recul. Merci pour tout. Gilles nous dit, très utile schéma de modélisation des soft skills et de guide de l'incertitude versus confinement. Merci pour le partage. Christine nous dit un grand merci pour cette conférence générale pour la situation que nous vivons. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup de réactions. Alors, j'en prends encore. Merci à tous, ça fait du bien, ça me conforte dans mon positionnement pro. Merci pour toutes ces infos magnifiques de Caroline. Hervé, beau apprentissage pratique, accueillir ce qui est, modéliser des soft skills, être dans la présence, sans stratégie, inviter aux briques, bienveillance, respect, implication et confiance, et créer notre propre réalité par nos pensées. Ce soir, c'était waouh, nous dit donc Hervé, grande source d'inspiration, un énorme merci de Linda. Christian qui nous dit un grand bravo pour ce webinaire qui nous permet de nous sentir reliés dans ce moment compliqué. Superbe intervention de Jean-Marc et Isabelle et encore merci Self Synergie de Dimitri.
et encore 3 allez. Jean-Luc nous dit, Isabelle et Jean-Marc, vous avez été magnifiques, vous avez été tellement pertinents et congruents, bravo et merci. Merci pour votre générosité et votre investissement dans ce webinaire de la part de Gaëtan. Merci Isabelle, tout a été très clair, je m'y retrouve complètement, vous m'avez beaucoup apporté ce soir. Merci à vous deux, optimisme vôtre, Sophie. Et on finit avec Carole qui nous dit merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour oser le coaching solidaire. Alors, un grand merci Jean-Marc et Isabelle pour cette belle présentation, une présentation utile et très importante en cette période de crise. J'aimerais donc également remercier Nefissa Karboul qui a eu beaucoup de travail, à mon avis, ce soir avec toutes ces personnes connectées. Il y a eu énormément de monde. Pour votre info, bien sûr, nous avons réenregistré ce webinaire pour vous suite à des problèmes techniques. Mais donc, merci Nefissa d'être encore avec nous. Nefissa, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Alors, on sait que tu es ambassadrice d'ICF Synergie et en même temps présidente de l'ICF Tunisie. Comment ça s'est passé? Quelles étaient les réactions de ce webinaire? Bonsoir, bonjour les synergiennes et synergiens. Effectivement, on a eu énormément de réactions ce soir du fait que moi, je n'ai pas écouté votre webinaire. Donc, je n'ai fait que m'occuper des synergiennes et synergiens. Beaucoup de réactions et beaucoup de compliments, comme l'a dit également Yotis. Merci Jean-Marc, hyper intéressant de la part d'Antoinette. Merci Isabelle pour votre présentation. C'était vraiment bien de la part de Lauriane. Il est fantastique le docteur. Il est l'incarnation de l'espoir de la part de Janie. Un grand merci très clair, très instructif, plein d'espoir et rassurant de la part de Yannick. Extra, c'était top. Merci beaucoup de la part de Charlotte. Merci bien sûr aux deux orateurs et aux organisateurs. Super, un grand bravo à vous de la part de Joël. Et enfin, mais il y en a d'autres, hein, on ne peut pas tout dire, la soirée la plus cool depuis cette crise de la part de Lamia. Donc, le webinaire le plus cool de la part de Lamia. Alors, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Nefissa pour avoir géré toutes ces personnes qui étaient vraiment nombreuses. On n'a jamais été aussi nombreux derrière un webinaire et connectés tous ensemble. Donc, vous retrouverez la présentation de ce webinaire sur nos réseaux sociaux comme d'habitude et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile en cette période de crise. Vous pensez que cela peut être utile à un ami qui n'a pas été présent, un collègue, ou alors à d'autres, un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Partagez, n'hésitez pas, c'est le moment. Un grand merci à tous et à toutes. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Jean-Marc, puis Isabelle, je vous laisse le mot de la fin. Bah écoute, moi c'est juste un remerciement de pouvoir contribuer. Donc dans le sondage, je retrouve également cette contribution d'être une ressource pour les autres. Et je regardais hier soir en rentrant les cercles de l'ikigai et je me disais que finalement, malgré la crise, je me retrouvais au centre de ce qui était important pour moi, avec ma passion, ma profession, mon engagement, et que donc pour moi, c'est une période de réalisation. Je suis là où je dois être, c'est-à-dire auprès des soignants, mais aussi avec cette passion de partager, d'accompagner. Donc voilà, je suis au cœur de mon ikigai. Merci à tous. Merci Jean-Marc. Et toi Isabelle? Mais moi aussi, je dirais, je suis tout à fait au cœur de mon ikigai. Je suis tout à fait dans mon alignement. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, moi, c'est que, vous voyez, le mot crise en chinois, là où ça a démarré, c'est deux symboles pour l'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. C'est finalement ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est les deux, et à nous de choisir ce qu'on en fait. En grec,
La crisis, ça veut dire choisir, décider. Et donc, c'est une invitation, cette crise, à nous rechoisir, à décider ce qu'on va faire instant après instant. Et en hébreu, le mot qui voudrait dire crise, c'est mashver. Et mashver, ça veut dire salle d'accouchement. Et donc, c'est aussi assez intéressant par rapport à l'ocytocine, qui est l'hormone qui provoque les contractions pour accoucher. Et donc, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai envie de conclure en disant, cette crise, c'est une invitation à accoucher de la belle personne que vous êtes vraiment et d'aider nos clients aussi à être la ressource qui va les aider à accoucher de leur nouvelle réalité, quelque chose qui est tout à fait en accord avec ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour vivre cette crise au mieux et accoucher de cette belle personne que je serais contente de rencontrer aussi. Voilà, toutes ces belles personnes. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Isabelle, merci également Nessa. Merci à vous tous et toutes, au revoir. Merci Yotis. Merci Yotis.